soir, on a l'honneur et surtout le bonheur de pouvoir entendre M. Foudrall. M. Foudrall qui est un doctorant, c'est-à-dire un chercheur, un doctorant dans cette université prestigieuse de Paris qui est la Sorbonne, Paris 1, si je m'abuse, Paris 4. Il est donc doctorant dans cette université et la thèse à laquelle il travaille, c'est Léon Frédéric. Alors, il est en train de réaliser un travail énorme. Il m'en parlait encore à l'instant parce que je lui demandais est-ce que ce que vous faites est volumineux? Et il me dit, pour le catalogue, j'ai 400 pages et 1400. Et pour le texte, j'en ai 300. Ça, c'est juste. Donc, c'est gigantesque. Et donc, il travaillait ça, mais il va nous présenter ce soir une synthèse. Et il va nous parler de Léon Frédéric, Anafréture, en le resituant dans son cadre général, parce que c'était, il faut le redire, on l'a un peu oublié, Léon Frédéric est un peintre très important. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Avant de débuter cette conférence, je tiens tout d'abord à vous dire mon émotion de me tenir devant vous ce soir pour vous parler du peintre belge Léon Frédéric. Émotion de tenir une conférence près de Nafréture, le village que l'artiste a tant aimé et qui lui a inspiré de si extraordinaires œuvres, et vous allez pouvoir vous en apercevoir ce soir. Émotion de faire redécouvrir en tant que jeune chercheur français le patrimoine pictural belge. Et émotion de le faire devant vous, en particulier la famille Frédéric, ici présente. Je suis vraiment très ému, Nafréturois et habitants des Ardennes belges, et des amis que je vois ici dans la salle nombreux, et j'en suis vraiment touché. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois remercier bien évidemment le Centre d'interprétation d'art de Vresse de m'avoir invité, en particulier monsieur le directeur Lambeau et son équipe, ainsi que monsieur Marc Robinet, bien sûr, de mettre tant de cœur à retisser le lien entre Nafréturois et Léon Frédéric. Et également, je tiens à saluer madame Laurence Ancion de la province de Namur, qui n'a malheureusement pu pas être des notes ce soir, qui est retenue à Namur pour les Journées du patrimoine, mais je tiens à la saluer. Donc c'est en 1883 que le peintre bruxellois Léon Frédéric découvre le petit village ardennais de Nafréture. Donc c'est un événement tout à fait anecdotique, si l'on peut dire, dans une carrière d'un peintre, et anecdotique également l'événement qui va le conduire directement à Nafréture, puisque c'est le mariage d'une cousine, avec une cousine éloignée en plus, dont on ne connaît toujours pas l'identité, avec l'ancien instituteur du village, qui va amener Frédéric à Nafréture. Sans doute chaperonnait-il sa cousine. On ne sait pas exactement tous les tenants de cette histoire. Donc cet événement, d'un premier abord fortuit, va se révéler décisif pour le peintre, qui dès lors va totalement réorienter sa production artistique pour peindre des œuvres directement inspirées du quotidien vécu auprès du monde rural et de la communauté villageoise de Nafréture et des Ardennes. Léon Frédéric et Nafréture deviendront deux noms à jamais liés dans l'esprit des contemporains de l'artiste jusqu'à nos jours. Et à ce sujet, Marc, si tu peux passer, en ce moment il y a une exposition d'art au musée de Boston, donc aux États-Unis, une exposition sur le paysage belge de la fin du XIXe siècle. Et dans le catalogue d'exposition, les commissaires ont fait apparaître une carte de la Belgique avec les différents centres artistiques belges, notamment paysagistes. Et vous voyez que Nafréture tient une place importante sur cette carte. Donc bien évidemment, l'œuvre qui va le plus manifester cet attachement de l'artiste à Nafréture, Marc, si tu peux passer, c'est bien évidemment le triptyque de la Sainte Trinité, triptyque qui a été donné par l'artiste en 1892 et qui
a été conçu pour intégrer l'église du village, et je reviendrai plus tard sur cet épisode. Donc cette conférence va reprendre sensiblement les mêmes thèmes abordés dans la plaquette de l'exposition que peut-être certains d'entre vous ont déjà lu et que j'ai rédigé. Je vais essayer cependant de plus m'appesantir sur les œuvres directement inspirées de Nafréture afin de rendre mon propos peut-être plus fluide et plus concret. Et après cette conférence, je serai ravi aussi d'écouter vos questions et j'y répondrai avec bonheur. Donc, avant toute chose, il me paraît nécessaire de faire un résumé de la carrière de Léon Frédéric, car ce peintre, aujourd'hui, il faut bien l'avouer, est largement méconnu d'une grande partie du public, même si, depuis quelques années, il faut avouer que des universitaires, des chercheurs, des gens des musées commencent à travailler sur l'artiste, en tout cas s'y intéresser. Mais il faut l'avouer, la gloire de Frédéric actuellement n'est pas du tout la gloire à son époque, puisqu'il s'agissait d'un des plus grands peintres belges de son temps, qui était aussi bien reconnu en Belgique qu'à l'international. Donc Léon Frédéric est né le 26 août 1856 dans une famille issue de la haute bourgeoisie. Excusez-nous, mais au fond, on a du mal à vous entendre. Je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort. Merci. M'approcher peut-être? Oui. Ok. Donc, il est issu d'une famille qui était issue de la haute bourgeoisie bruxelloise, notamment la bourgeoisie de l'industrie d'art. Donc, son père, Antoine, Marc, si tu peux passer le slide. Son père, Antoine Eugène Frédéric, dit Eugène Frédéric. Vous le voyez ici dans un portrait réalisé par son fils pour célébrer les 80 ans de son père. Était un joaillier et orfèvre réputé de Bruxelles, une très grande maison de marchands de bijoux notamment. Et donc Léon Frédéric, il faut comprendre, grandit dans une Belgique en pleine mutation à cette époque, due à l'essor industriel hors norme que connut le pays au milieu du XIXe siècle, faisant de la Belgique, il faut s'en souvenir, la deuxième plus grande puissance industrielle après la Grande-Bretagne. Donc c'est quelque chose qui va considérablement changer le paysage belge, aussi bien politique, économique, mais également culturel. La famille Frédéric, comme beaucoup de familles de la haute bourgeoisie, est très sensible à la question artistique. Et donc c'est naturellement que le jeune Léon Frédéric, après ses études au collège des Pères Joséphites de Melle, va manifester l'ambition de poursuivre ses études artistiques. Et ses parents vont totalement l'y encourager. Passer. Je vous ai mis une photo de la famille Frédéric, donc deux frères arriveront plus tard. Là, on est autour de 1859-60, et vous voyez le petit Léon avec une petite moue tout à fait singulière et attachante. Ses parents, donc dans une position assez bourgeoise, sa sœur et son frère aîné. Donc ses parents vont totalement l'encourager à poursuivre ses études artistiques et vont l'inscrire à l'âge de 15 ans à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Le jeune Léon ne va pas suivre toutes les classes puisque pour des raisons dues notamment aux travaux d'assainissement de l'époque à Bruxelles, les élèves de l'Académie vont être envoyés dans les ateliers privés d'un maître de leur choix. Donc c'est dans ce contexte que Frédéric rejoint l'atelier libre du peintre Jean Portals, artiste académicien réputé de la capitale, proche de la monarchie et des cercles aristocratiques. C'était notamment le peintre officiel de la cour de Maximilien d'Autriche et de Charlotte de Belgique, à Miramar en Italie. Et il était connu notamment pour son, on pourrait dire, son libéralisme en termes d'enseignement, c'est-à-dire qu'il ne va pas... il va pousser ses élèves à poursuivre leur propre voie, il ne va pas les cantonner à une voie académique, à une peinture académique, il va juste leur apprendre une technique artistique et de peinture qui est assez phénoménale, et on le retrouve chez Frédéric, qui est un très grand technicien de la peinture, et vous pouvez le voir avec Portals, qui était un maître assez fabuleux. Donc le jeune apprenti Léon Frédéric va briller par sa facilité à gravir les étapes de ce que l'on appelle le cursus honorum académique, c'est-à-dire la carrière classique d'un jeune étudiant à l'académie,
jusqu'à son échec au prix de Rome en 1878. Donc le prix de Rome est à cette époque le concours, une sorte de Graal pour tous les élèves à l'académie, puisqu'il s'agissait d'une bourse très sélective qui était décernée par un jury d'artistes de l'académie à un jeune élève pour partir étudier, d'après les maîtres anciens, en Italie. Et ce prix assurait à l'élève une carrière académique et des commandes assez prestigieuses. Donc Frédéric va échouer à ce concours, d'ailleurs il ne va pas accéder à l'étape qualificative. Pourtant l'œuvre qu'il a envoyée est plutôt intéressante. Mais ce revers ne l'a pas empêché de poursuivre son ambition, puisque son père, encore une fois, va financer une année de voyage en Italie à Frédéric, notamment à Florence et à Rome. Cela montre la pleine conscience qu'avait ce père de l'importance d'un tel prix ou dans la carrière future de son fils. Donc, si important à travers ce voyage, Marx, c'est que Frédéric va acquérir en Italie une culture visuelle classique énorme, un respect pieux des traditions picturales comme l'on va retrouver à travers toute sa carrière, et un vif intérêt pour de nombreux artistes, notamment Raphaël, Bellini, vous avez ici. Donc vous avez en fait des études réalisées par Frédéric en 1878-79, d'après les maîtres anciens, donc il allait copier dans les musées en Italie ses œuvres. Ce ne sont pas des œuvres extraordinaires, ce sont des petites études, il s'agit de sortes de garde-mémoire. Il va faire plusieurs centaines d'études en très peu de temps, et il va les garder toute sa vie dans son atelier pour se rappeler de certaines œuvres, de certaines compositions qu'il va retravailler après pour ses propres œuvres. Il marque aussi. Je n'ai pas montré de primitifs italiens, c'est les artistes du XVe siècle italiens qui ont une importance primordiale pour l'art de Léon Frédéric. Il va être l'un des premiers artistes belges à s'intéresser à ces artistes comme Botticelli, Viramaio, Filippo Lippi, et également Michel-Ange, dont il va reproduire l'entièreté du plafond de la chapelle Sixtine. Donc, il va passer plusieurs mois la tête levée sur des échafaudages en train de reproduire chaque scène en des études peintes. Donc, vous voyez certaines scènes ici. Donc revenu à Bruxelles en 1879, donc c'est auprès du jeune cercle artistique L'Essor, un cercle artistique bruxellois, que Frédéric va évoluer dans un style marqué par le réalisme en vogue à l'époque, c'est-à-dire la représentation fidèle du quotidien. Il faut dire que l'Essor, cercle artistique dont aujourd'hui on ne connaît plus grand-chose, était un des cercles progressistes d'avant-garde importants de la capitale, que l'on a oublié parce qu'une partie de ses membres vont faire scission et vont créer le cercle artistique des Vins, peut-être qui est beaucoup plus connu de tout le monde aujourd'hui, avec des artistes comme James Ensor, Theo van Rysselberghe ou Fernand Knoff, mais qui, à l'origine, étaient également à l'Essor. Donc ils vont faire scission pour des raisons qui sont un peu floues. Mais en tout cas, ces deux cercles artistiques, aussi bien les Vins que l'Essor, vont prôner un art qui était affranchi de la hiérarchie des genres, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de différence de hiérarchie entre une peinture d'histoire, c'est-à-dire une peinture reprenant des thèmes mythologiques, religieux, historiques, ou des portraits, des paysages, et même des scènes de genre tirées de la vie quotidienne, donc des scènes anecdotiques. Pour eux, il n'y a pas de distinction entre ces différents genres de peinture. Et également, ces artistes ne manquent pas beaucoup d'intérêt, en tout cas, pour la critique académique. Donc c'est dans des sujets notamment inspirés du quotidien rural ou ouvrier que Frédéric va acquérir une réputation énorme sur la scène belge et internationale, et notamment très tôt avec le triptyque des marchands de craie de 1882-1883, qui allie tradition par son iconographie, qui fait un parallèle avec l'iconographie traditionnelle du repos de la Sainte Famille fuyant en Égypte,
avec notamment cette scène du repos de la famille dans la partie centrale, et bien sûr tradition par ce format du triptyque que Frédéric va remettre au bout du jour, en fait, qui est tiré directement du format des anciens retables gothiques qui se trouvent dans les églises. Donc Frédéric allie comme ça tradition et modernité par son sujet social, tiré de la vie contemporaine, puisqu'il s'agit de la journée type d'une famille de marchands de craie dans les faubourgs de Bruxelles, aux alentours sûrement de Vilvoorde, avec les usines que l'on voit dans le fond. Donc, et avec cette lumière très caractéristique du plein air. Il faut savoir que les marchands de craie étaient des sortes de vagabonds qui vivaient avec très peu, qui vendaient des morceaux de craie à très bas prix, mais pour subvenir à leurs besoins ou pour survivre. Et Frédéric va se lier d'amitié avec cette famille qui va représenter à de nombreuses reprises. Donc c'est cette œuvre, notamment après son exposition à Paris en 1883, qui va lui apporter, à l'âge d'une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement, mais une vingtaine d'années, une réputation tout à fait considérable. Et c'est cette même année que l'artiste découvre le village de Nafréture. Et à partir de 1884, cette belle vie de nature, comme il l'évoque lui-même, lui inspire ses principales toiles, que ce soit des scènes de genre représentant le quotidien paysan. Vous avez ici l'enterrement du paysan, donc, qui représente le cortège funéraire derrière le corps du paysan mort, avec Nafréture dans le fond qui est représenté. Des portraits paysans également, des paysages ou des œuvres qualifiées de symbolistes, comme le triptyque de Nafréture de la Sainte Trinité, ou, là, par exemple, cette incroyable œuvre, le ruisseau, l'allégorie du ruisseau, qui se trouve au Musée Royal de Bruxelles, qui est un triptyque assez monumental, puisque le triptyque entier fait plus de 5 mètres de long, donc ce qui est considérable. Je vous ai dit pour vous préserver uniquement le panneau central, et ça suffit à lui-même, et j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Donc c'est dans les années 1890, comme vous pouvez le voir avec la date du ruisseau, que c'est sensible au mouvement idéaliste et symboliste qui, dans toute l'Europe, on retrouve cette vogue, que l'artiste se place véritablement comme l'un des peintres les plus originaux de son temps, peignant des compositions allégoriques, donc comme le ruisseau, mais également comme cette petite paysanne, cette pensée qui s'éveille, vectrice d'une pensée chrétienne et panthéiste que j'essaierai de vous expliquer un peu plus tard. Donc c'est à cette époque que Frédéric va véritablement multiplier les envois de ses œuvres dans les principales expositions européennes, notamment à Paris ou à la Biennale de Venise par exemple, encore à Munich, à Berlin, à Vienne. Il va exposer le monde entier, pas uniquement l'Europe, mais également aux États-Unis, donc ce qui est à l'époque assez qui montre sa réputation. Et c'est à l'occasion de ces différents salons qu'il va être multimédaillé. Il va récolter toutes les gloires, notamment grâce au ruisseau. Il a obtenu la médaille d'or à l'exposition universelle de Paris de 1900. Et grâce à toutes ces récompenses et à ces critiques assez positives et élogieuses, Frédéric va devenir l'un des représentants incontournables de la nouvelle école belge, école dont les critiques étrangers ne cesseront de louer les qualités de la nouvelle école, des qualités d'innovation notamment. Pas uniquement Frédéric, mais Frédéric fait partie de cette jeune garde belge. Et grâce à cette aura internationale, Frédéric va devenir la figure idéale de la promotion d'un art belge. Et à cette occasion, la monarchie belge et le gouvernement, les gouvernements successifs, vont en faire l'un des étendards les plus décorés de la jeune génération. Il va obtenir en quelques décennies l'ensemble des grades de l'ordre de Léopold et de l'ordre de la Couronne. Certaines puissances étrangères, comme la France, vont lui attribuer la Légion d'honneur, ou la Hongrie, la Croix de mérite hongroise.
En 1927, le gouvernement et la monarchie belge l'organisent une manifestation en son honneur au musée d'art moderne de Bruxelles. Manifestation en l'honneur de Léon Frédéric, que vous avez ici, en présence de la reine Élisabeth de Belgique. 2 ans plus tard, le roi Albert Ier décide de l'ennoblir au titre de baron en 1929, la même année que son contemporain James Ensor, que l'on a toujours en mémoire. Et c'est à ce moment que les différents musées internationaux vont lui acquérir plusieurs œuvres. C'est pour ça que Frédéric se trouve aussi bien au musée des Beaux-Arts d'Anvers, de Gand, de Liège, de Bruxelles, que de Paris, au musée d'Orsay. Donc maintenant, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet et vous parler de l'infrastructure. La première question qu'il est légitime de se poser est pourquoi un artiste peintre bruxellois, ambitionnant une reconnaissance nationale et internationale, avec déjà quelques succès considérables à son actif, choisit de s'installer à Nafréture. Et là, il faut se mettre dans le contexte du XIXe siècle. Nafréture est véritablement un village qui est reculé, qui était non desservi par le chemin de fer, donc accessible uniquement en malle-poste. Et donc, on peut se demander pourquoi Frédéric va choisir Nafréture pour s'installer. Donc, on peut avancer à cette question une double réponse. Une première réponse voudrait que Frédéric soit tombé en pamoison devant le monde paysan et les paysages des Ardennes. Et c'est cet événement, finalement, un peu romantique, qui est repris par de nombreux biographes de l'artiste, comme Edmond Louis de Taille, qui était un journaliste et écrivain d'art de la fin du XIXe siècle en Belgique. Et c'est lui le premier qui parle d'un événement fortuit mais décisif dans la carrière d'un artiste. Je le cite, « C'est à Nafréture que l'artiste devait, dans la suite, signer les œuvres qui ont le mieux établi sa réputation. Ce paisible milieu, perdu dans le calme des champs, plut en effet tellement au peintre qu'il décida d'y revenir souvent, et encore aujourd'hui, il y passe annuellement plusieurs mois. » Donc ce texte date de 1894, et donc à partir de cette date, le nom du village de Nafréture apparaît associé au nom de l'artiste dans quasiment tous les textes qui font référence à Frédéric. Bien évidemment, le nom de Nafréture n'apparaît pas tout seul, et c'est Frédéric qui est probablement à l'origine de cette information transmise aux journalistes et à ses premiers biographes qui lui consacrent des textes. Et à la suite d'Edmond Louis de Taille, c'est par exemple le célèbre écrivain d'art, écrivain tout court et historien d'art belge Camille Lemonnier, ou par exemple l'incontournable animateur d'art bruxellois Octave Moss, qui vont attribuer la paternité des œuvres majeures de l'artiste à sa découverte des Ardennes. Même la presse internationale s'en fait écho, et je peux vous citer par exemple Léonce Bénédicte, qui était le directeur du musée du Luxembourg de Paris. Donc le musée du Luxembourg, c'était le musée des artistes vivants au XIXe siècle. C'est le musée qu'on peut considérer l'antichambre du Louvre, puisque une fois les artistes décédés, les œuvres rejoignaient les collections du Louvre. Léonce Bénédicte a eu une importance capitale pour Léon Frédéric, puisqu'ils vont être amis, et c'est lui qui va tout faire pour acquérir des œuvres de Frédéric autour de 1900, et c'est pour ça que les œuvres de Frédéric se retrouvent aujourd'hui dans les collections du musée d'Orsay. Et il y en a plus de 5, dont 2 triptyques immenses. Donc, cependant, le choix de Frédéric, et c'est important de s'y arrêter, de s'installer à Nafréture ne procède pas uniquement d'un coup de cœur dû au bon vivre rencontré dans les Ardennes, mais procède d'une véritable ambition artistique. En 1883, comme je vous ai dit, Léon Frédéric fait partie du jeune cercle de l'Essor, et à cette époque, la plupart des jeunes de l'Essor, comme Frédéric ou Théo van Rysselberghe par exemple, s'inscrivent dans le sillage de ce qu'on appelle le naturalisme international. Ces jeunes Belges vont être fascinés par la présence du peintre français Jules Bastien Lepage et de son exposition, notamment des foins, au Salon de Bruxelles de 1881. Comme vous pouvez le voir, l'art de Bastien Lepage ambitionne une peinture qui est inspirée de la vie rurale, de la vie contemporaine tout court, mais rurale en particulier. Ses œuvres se caractérisent par une très grande précision, que beaucoup diront
de photographique et un intérêt particulier pour la volonté de retranscrire ces scènes dans une ambiance de plein air. Il faut savoir que des artistes comme Bastien Lepage, mais Frédéric fera de même également, vont beaucoup étudier d'après nature, réaliser des œuvres, des croquis d'après nature, des petites huiles qu'ils vont après recomposer en atelier. Vous voyez que ça, c'est une œuvre avec des dimensions qui sont considérables. C'était des œuvres qui étaient recréées en atelier, mais avec cette ambition du plein air. Donc l'art de Bastien Lepage rompt considérablement avec la peinture académique, bien sûr, la peinture d'histoire, et s'inscrit dans une certaine modernité, en parallèle avec l'impressionnisme, mais on dit que Bastien Lepage fait la jonction finalement entre un art plus académique, léché, et l'impressionnisme qui se caractérise par des touches, par une liberté de touche volontaire et un rendu d'impression de lumière. Et donc on comprend bien que cet art va séduire des jeunes artistes qui souhaitaient se faire une place sur la nouvelle scène artistique belge. Et donc c'est à partir de ce moment-là, finalement, que Frédéric va s'intéresser aux représentations des plus humbles, avec le triptyque du marchand de craie, mais également au monde rural. Et finalement, la découverte de Nafréture intervient à ce moment précis de la carrière du peintre et coïncide finalement à un besoin profond de l'artiste de renouveler ses sujets et de trouver de nouveaux motifs. La vie quotidienne que Frédéric va mener à la Nafréture reflète d'ailleurs cette double réponse, à la fois l'attachement personnel de l'artiste au village et à sa communauté villageoise, et son ambition artistique. On ne connaît que peu de choses de la vie que va mener Frédéric à Nafréture. Seule la correspondance assidue de Frédéric à son élève Firmin Basse, le peintre Firmin Basse, dans les années 1890, vont nous permettre d'approcher certaines réalités, en tout cas lacunaires, mais on va pouvoir approcher quand même ce quotidien. Donc l'artiste s'installe annuellement pendant plusieurs mois à Nafréture, ceci pendant 40 ans, logeant chez Philomène Poncelet, qui était la boutiquière du village et qui louait à l'occasion certaines chambres. Un fait qui est tout à fait notable, c'est que l'artiste ne va jamais chercher à acquérir une propriété à Nafréture ou dans les environs, alors qu'il en avait totalement les besoins. C'est là encore une preuve de la volonté de l'artiste de vivre au plus près de la communauté villageoise et d'adopter leur rythme, notamment en vivant chez Madame Poncelet. Ah oui, non, je vous ai remis le panneau central du triptyque des marchands de craie parce que vous pouvez voir que cette figure féminine reprend exactement la position, Marc, si tu peux revenir en avant, de la fermière de la paysanne de Bastien Lepage. Et là, c'est une preuve véritablement, ces citations, de l'importance que revêtait l'art de Bastien Lepage et sa découverte pour Léon Frédéric. Je peux passer encore. Donc voilà, je vous ai mis deux œuvres où Frédéric finalement va s'inspirer de la maison de Madame Poncelet pour servir d'arrière-plan à certaines de ses œuvres. Donc vous avez ici la boutique du village, donc cette œuvre intimiste où l'artiste met l'accent sur cette petite fille qui est en train de se soulever pour regarder la statuette votive de la Vierge du mois de mai, sert de prétexte finalement à une représentation de la boutique de Madame Poncelet, très fournie, comme vous pouvez le voir, où elle vendait principalement des vivres, des tissus, toutes sortes de choses en fait, pour que les paysans ne doivent pas aller tous les jours à la ville pour pouvoir acquérir des objets du quotidien. Là, je vous ai mis notre œuvre, La paysanne assoupie, où là encore, vous voyez, dans l'introduction de la porte, la boutique de Madame Poncelet qui, pour le coup, il a enlevé tous les objets, notamment toutes les draperies, etc. Mais c'est exactement le même endroit. Et d'ailleurs, la maison de Madame Poncelet existe toujours à Nafréture. Et notamment son arrière-cour est intact et on retrouve dans plusieurs œuvres de l'artiste.
Donc, ce qui est important de noter, c'est que Frédéric, il faut le comprendre, ne réside pas de manière permanente dans les Ardennes. Donc, le peintre va n'y passer que quelques semaines, voire plusieurs mois par an, mais sa vie se passe véritablement à Bruxelles. Il y a son atelier, sa famille, il s'occupe de sa carrière en envoyant continuellement des œuvres au salon artistique, et il est intégré à la vie mondaine et intellectuelle de la capitale. Ainsi, l'image finalement que certains auteurs vont donner de l'artiste, d'un artiste mystique, reclus dans les Ardennes à la Fréture, est quelque peu tronquée. Et aussi, à partir de 1900 et à la suite de son mariage avec la peintre Laurence Bastin et la naissance notamment de leur premier enfant, Georges Frédéric, les séjours de l'artiste à la Fréture se font beaucoup plus rares. La famille va préférer s'établir à Aix-sur-Mer, qui était la nouvelle station balnéaire en vogue chez la bourgeoisie bruxelloise, et ville dans laquelle la famille Frédéric possédait une villa construite dans les dunes, appelée le Nid d'été, et on comprend rapidement que la vie menée d'une manière bourgeoise dans une station balnéaire n'était pas la même vie que l'on pouvait vivre à la Fréture notamment. Et c'est d'ailleurs cette qualité de vie qui va faire que Madame Frédéric ne va pas beaucoup apprécier venir à la Fréture. Elle va y passer tout au plus une ou deux années, et ensuite elle laissera seul son mari revenir continuellement à la Fréture. Un autre fait important, c'est que cet épanouissement aussi bien personnel que familial ne va pas mettre un terme, comme je vous l'ai dit, à l'attachement du peintre pour la Fréture, puisque jusque dans les années 1920, il est attesté que Frédéric venait de manière moins fréquente, mais ponctuelle, chaque année au même moment, pour de courts séjours. Donc, comme vous le comprenez, la Fréture représente pour Frédéric une sorte de havre de paix, un lieu encore protégé de la modernité et en tout cas des mondanités de la capitale bruxelloise. Et c'est la vie, la réalité paysanne qui contraste avec celle de Bruxelles qui va séduire le peintre. Et je vous cite à ce propos un extrait de correspondance avec Firmin Basse. « Cette tranquille vie de paysan est plus enviable que la vie qu'on mène en ville. Il est vrai qu'on y travaille plus dur. Quand je vois ce que ces braves cœurs doivent peiner pour gagner de quoi vivre, et que je songe à ce tas d'imbéciles qui gagnent plus qu'il ne leur en faut en exploitant les autres, vrai, cher Firmin, je comprends la rage qui doit emplir l'âme des malheureux. Et cependant, ici, personne ne se plaint. Tous travaillent, tous, et personne n'étale un luxe bête et mal gagné. » Donc, à la Fréture, c'est véritablement ces relations avec les habitants qui vont nous importer. Je me souviens d'un extrait de correspondance où son ancien instituteur du village, son cousin, vient le voir à la Fréture et il dit à son élève qu'il est soulagé quand son cousin s'en va parce qu'il peut enfin vivre sa vie de paysan une fois son cousin parti. Donc Frédéric à la Fréture va être proche des familles Poncelet. Donc vous avez ici un portrait de Marie Poncelet qui est la fille de Philomène Poncelet, donc la boutiquière du village. Également de la famille Dury, donc ici deux enfants de la famille Dury, Paul et Mathilde. Donc là, un portrait de notre enfant Dury, qui apparemment serait un portrait posthume de cette jeune fille qui venait de décéder, et ses parents, amis de Frédéric, auraient commandé ce portrait. Et ça, c'est des dires, je ne sais pas si l'information est exacte. Et sa relation la plus importante à la Fréture, c'est avec le cultivateur Alexandre Dion, qui va l'allier, qui est le probable modèle qui a servi pour la sainte face du Christ du triptyque de la Fréture. Et là, vous avez ici un autre portrait un peu plus tardif d'Alexandre Dion. Donc, par son activité et son quotidien, Sieur Léon, comme il était appelé à la Fréture apparemment, reste pourtant aux yeux des villageois de la Fréture un citadin. Et lui-même en fait part à son élève. Il lit ici, lorsque je reviens d'avoir été travailler, alors que, éreinté et suant, je traverse les rues du village, mon bazar à peindre sur le dos,
Tous ceux que je rencontre me demandent si j'ai fait une bonne promenade. Que veux-tu? Ils ont raison après tout. À côté de leur dur labeur, notre métier n'est-il pas pour eux, j'entends, une amusette? Je les vois ici, peinant si fort, gagnant si durement leur pain, que jamais de la vie, il ne me viendrait à l'idée de leur en vouloir pour cela. Je les envie au contraire, eux et leur belle vie de nature. Donc cet extrait de correspondance dit beaucoup de la vision que Frédéric porte sur le monde paysan. Il s'agit d'un regard plein d'empathie, un regard que l'on pourrait qualifier de social. Il fait référence plusieurs fois à la dureté de leur labeur, des travaux des champs, et en même temps, Frédéric semble porter dessus un regard tout à fait spirituel que l'on va retrouver dans ses œuvres, marqué par une culture classique. Je m'explique. La belle vie de nature, donc que Frédéric fait référence à la correspondance, renvoie à une vision du paysan et du monde rural partagée par de nombreux intellectuels à l'époque, mais depuis l'Antiquité finalement, avec un écrivain comme Virgile, dans ses Bucoliques, où il va faire de son monde rural un monde rural dépositaire des lois de l'âge d'or, donc un âge d'or mythique. Et finalement, cette vision va se poursuivre jusqu'au XIXe siècle, et même probablement se prolonge parfois aujourd'hui. Donc il s'agit d'une vision idéaliste d'un monde rural vivant en vase clos, en étroit lien avec la nature, une sorte de vie primitive et atemporelle. Donc cette approche est fondamentale dans la compréhension de l'œuvre de l'artiste, et notamment pour son évolution vers une œuvre plus mystique, plus allégorique, que l'on verra un peu plus tard. Donc le choix de l'artiste de s'installer à la Fréture est également en partie redevable de cette approche intellectuelle du monde rural et de la vie qu'il va y trouver. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas omettre l'ambition artistique du peintre, puisque Frédéric ne va jamais abandonner ses prétentions sur la scène artistique belge et internationale, bien au contraire. L'homme est indissociable de l'artiste, et donc c'est en tant que peintre, véritablement, que Frédéric aborde ce quotidien paysan. Donc, comme nous avons pu l'aborder, le séjour de Frédéric à la Fréture tient plus d'une retraite prolongée, ou plutôt d'une retraite artistique, qui va lui permettre d'accumuler des études, des centaines et des centaines d'études, croquis, études peintes, directement d'après les paysages des Ardennes. Il partait à l'aventure se promener et choisissait chaque jour certains lieux pour ces petits paysages que vous avez ici, donc qui sont assez fabuleux parce qu'on voit, contrairement à son œuvre plutôt finie, où là il a totalement une liberté de touche qui est assez incroyable. En même temps, on remarque une variété qui est assez considérable. Et donc ces œuvres vont lui servir, en fait, une fois revenu à Bruxelles, il est renvoyé chaque fois à Bruxelles, de fond d'atelier où il va piocher ses principales inspirations pour ses compositions plus importantes, ses triptyques notamment, et il va reprendre parfois même vraiment à la touche près certains paysages pour servir de toile de fond à ses œuvres. Frédéric va travailler pour cela méticuleusement chaque jour à croquer tous ces paysages, ces portraits, ces scènes de la vie quotidienne avec des croquis. Et pour cela, l'artiste suivait véritablement un programme précis qu'il raconte à son élève. Je suis sur pied tous les jours avant 5 heures du matin. Je mets ma boîte en ordre, je déjeune et à 6 heures, presque régulièrement, je suis en route jusqu'à midi. Le malheur est que mon travail ne répond nullement à mon zèle. Les pauvres petites croûtes que je vois pendues au mur. Et pourtant, paye, c'est le surnom de Firmin, combien tout me semble beau, que je voudrais bien faire. Malheur, si on savait peindre instantanément et exprimer aussi vite ce qu'on ressent si beau, quel rêve. Donc là, le dernier extrait fait référence au... Léon Frédéric est quelqu'un qui va beaucoup se plaindre à ses proches de son art, il n'y arrive pas, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est voilà, ce programme qu'il met en œuvre chaque jour pour peindre inlassablement des centaines et des centaines de peintures.
c'est une véritable obsession même, et cette obsession des Ardennes vont devenir les principales sources d'inspiration de Frédéric. Et cette expérience d'ailleurs est assez singulière, parce que finalement il va tenter de s'immerger totalement dans la vie de la communauté villageoise, afin d'atteindre une sorte de compréhension totale du monde rural. Et là encore, il s'agit de sa façon de travailler, puisqu'il va en faire part à son élève. Donc là, vous avez d'autres croquis réalisés, donc vous voyez des sortes de pastels, des pastels de paysage, ou des fusains, des portraits de paysans, ou voilà, des croquis très rapides où il marque des indications de tonalité à reprendre pour certaines œuvres, ou certaines indications comme blé. Voilà. Je vais vous citer un extrait de lettre de Frédéric. Il répond à son élève qui lui-même partait régulièrement à la campagne pour travailler. Et Frédéric lui répond: « D'ailleurs, ce que tu fais, faner, glaner, engranger, n'est-ce pas du travail aussi? Celui qui veut bien faire une chose en peinture, comme en tout art, doit l'avoir pratiqué si peu que ce soit. Pour faire le lin et le blé, » là, je vous ai mis un seul panneau de cette suite dont je vais reparler plus tard. « Je n'ai pas fait tant d'études, mais j'ai surtout été travailler avec les paysans. Ce qu'on a fait ainsi vous demeure toujours dans la mémoire. » Et on le sait vraiment, véritablement, Frédéric a une connaissance particulière de tous les gestes paysans, agricoles qui étaient inlassablement répétés, et Frédéric en fait part dans certaines de ses œuvres. Donc maintenant que le contexte de Léon Frédéric à la Fréture est planté, je vous propose de parcourir une sélection de plusieurs œuvres de Frédéric qui sont directement inspirées de la Fréture. Donc son quotidien va l'inspirer plusieurs genres d'œuvres que l'on peut rapidement classer en deux catégories. Il s'agit des scènes de genre, d'une part, donc des représentations voulues réalistes de la vie paysanne, puis dans une seconde partie des scènes, comme vous l'avez vu, plus spirituelles, allégoriques, teintées de symbolisme. Et si je choisis ce soir de séparer ces œuvres en deux catégories, c'est une séparation totalement artificielle. Il faut bien comprendre que dans l'esprit de Léon Frédéric, il y a véritablement un lien, une continuité entre ces deux approches. Donc, voici par exemple l'une des premières œuvres que Frédéric va tirer de son quotidien à la Fréture. Donc, il s'agit d'Idylle dans le jardin à la Fréture. Il va la réaliser quelques mois après son premier séjour dans le village, et cette œuvre va être la première exposée au Salon de l'Essor, qui reprend ce village. Donc, le terme d'Idylle, Idylle dans le jardin, est le titre véritablement donné par l'artiste. Le terme d'Idylle ne fait pas référence à une idylle amoureuse entre deux êtres. En fait, il s'agit d'une référence au genre classique de l'idylle, qui était appliqué à l'origine au genre poétique et qui fait référence à la description de scènes bucoliques ou contemplatives, souvent inspirées de la vie rustique. Donc ici, vous avez trois enfants représentés au milieu d'un potager. Donc le sujet est rendu, comme vous le voyez, avec une volonté farouche de vérité et de réalisme, mais avec une grande variété d'impressions et de recherches qui sont assez intéressantes, notamment dans la facture. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il s'agit en fait de l'arrière-cour de la maison de Madame Poncelet, où Frédéric logeait chaque année. Le petit muret est intact encore aujourd'hui, on retrouve véritablement la même ambiance. Et vous pouvez reconnaître aussi en arrière-plan le clocher de l'église Sainte-Anne de Nafréture. Donc la première œuvre importante tirée de son expérience de Nafréture est le triptyque du paysan mort. C'est la première œuvre qu'il va envoyer dans une grosse exposition. Il me semble que c'est la première exposition, c'est l'exposition de Gand. Donc aujourd'hui, le triptyque est morcelé et dispersé, sûrement morcelé par l'artiste lui-même. Nous n'en connaissons que certains morceaux, notamment ces deux morceaux, qui faisaient
je crois, partie, si mes souvenirs sont bons, du panneau central. Et Frédéric, ici, représente les différents moments de vie faisant suite à la mort d'un paysan. Donc dans le triptyque, il y avait aussi bien la veillée funèbre jusqu'au départ du corps du défunt, ici, vous avez dans ce panneau, pour rejoindre le cortège funéraire que vous avez dans le fond, mais l'œuvre a une facture tout à fait particulière. On peut notamment reconnaître une lobe du prêtre ici qui est très colorée et assez singulière. L'œuvre est assez originale pour son temps et elle étonne vraiment à l'époque pour sa facture particulière, pour les tonalités très sombres qui ne sont pas caractéristiques de l'art de Frédéric, mais qui appuient sur cette atmosphère lourde, tragique de la scène. Et là on voit que véritablement le peintre se met à la place des paysans. En tout cas, il vit en communion avec eux. Et c'est finalement une scène qui est assez rare de pouvoir décrire la scène dans l'intérieur du paysan. Les scènes de paysans morts, c'est souvent, même à cette époque, des scènes d'enterrement, mais jamais des scènes qui sont peintes à l'intérieur. Donc dans ces scènes, Frédéric va vouloir retranscrire l'essence même de la vie du paysan, les gestes immémoriaux qui sont effectués dans ces villages et qu'il considère non mis à mal par la modernité. Une éplucheuse de pommes de terre endormie sur sa besogne, par exemple, ou encore des paysans aux mines graves autour de la table d'un repas de funérailles vont être autant d'exemples de sujets abordés par l'artiste. Ce qui est assez étonnant, c'est que Frédéric semble fixer des moments où le temps semble suspendu. Très vite, il va chercher à dépasser une stricte représentation de la réalité pour donner des accents de sacralité à des scènes par des effets de lumière, comme vous pouvez le voir dans cette scène ici, ou les références à l'art ancien, notamment des retables d'église, des retables religieux, des primitifs flamands. Et là, par exemple, dans cette scène très importante du repas de funérailles, vous pouvez voir que ce personnage notamment, la position fait référence véritablement aux donateurs en prière que l'on trouvait dans les retables religieux gothiques. C'est vraiment une citation, on pourrait retrouver, je pense, facilement l'artiste sur lequel Frédéric a pioché. Et là encore, vous pouvez voir que la friture sert de paysage, d'arrière-plan à cette scène. Donc malgré cette recherche d'idéalisation, de sacralisation du monde rural, c'est bien des scènes de son quotidien direct qui vont l'inspirer. La scène suivante. Par exemple, ce dessin de 3 femmes au lavoir, j'ai retrouvé dans la collection. Malgré le fait que cette scène fasse référence à la peinture réaliste du XIXe siècle, on retrouve des femmes au lavoir chez de nombreux artistes, notamment le peintre français Jean-François Millet. On retrouve également ces scènes dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Mais là, j'ai retrouvé dans la correspondance avec son élève une scène vraiment très précise de Frédéric qui dit « Hier, nous avons eu ici les laveuses. Ce n'était presque rien. 3 jeunes filles qu'il avait. Ah, Firmin, ce que cela me semblait beau. Les plis de leurs jupons faisaient penser aux plus belles draperies de Phidias. » Phidias, grand sculpteur antique. « Si on pouvait rendre ce que l'on ressent, ce serait trop beau, hein, Firmin. On ne voudrait plus quitter la terre. Le paradis serait ici-bas. » Donc vous voyez que même dans la correspondance, quand il parle de son quotidien rural, Frédéric va avoir tendance à voir toutes ces scènes avec la vision d'un artiste. Frédéric ne sera toujours qu'un artiste, il ne va pas s'installer en Afrique pour pouvoir avoir une vie plus proche de celle des paysans. Non, lui, tout ce qu'il voit, c'est pour l'incorporer et après en faire des œuvres plus importantes. On peut retrouver également cette implication du quotidien dans une autre scène, par exemple le triptyque du mois de Marie, qui est un triptyque beaucoup plus tardif, mais qui là s'inspire directement
de scènes qu'il a vues à Nafréture, puisque à partir des années 1890, les sœurs de la doctrine chrétienne vont s'installer à Nafréture pour donner école aux jeunes filles. Et les sœurs vont vivre à côté de chez Madame Poncelet, si ce n'est chez Madame Poncelet, je ne sais plus. En tout cas, Frédéric va vivre à leur contact et dans de nombreux tableaux, il va reprendre ces scènes. Donc, à côté de ces scènes que l'on qualifie de scènes de genre, Frédéric va rapporter de ses séjours en Ardennes de nombreux paysages. Il faut dire qu'à cette époque, Frédéric est l'un des rares peintres à s'intéresser aux Ardennes. S'il semble là s'inscrire dans une tradition naturaliste qui souhaite reproduire fidèlement l'apparence de la nature, Frédéric va se borner quand même à dépeindre les paysages contemplatifs d'où est systématiquement absente la figure humaine. Et cette obsession de la nature et d'un même paysage, parce que vous allez avoir des centaines de représentations des vallées des Ardennes, qui sont assez incroyables, vont évoluer vers une sorte de mysticisme et de panthéisme. Et qu'ils soient présentés seuls ou sous la forme de triptyques, surlignant ainsi le caractère sacré de la nature, l'art du paysage devient, chez Frédéric, véritablement spirituel. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve chez de nombreux artistes symbolistes de l'époque, comme Fernand Gounod, par exemple, qui va, lui, représenter les alentours de Fossé, il me semble. Et voilà, qui va être dans le même esprit. Et Frédéric, en fait, se tourne vers la nature pour trouver, finalement, l'éternel, dans une approche chrétienne du monde, dans le temporel. À côté de ces paysages, Frédéric multiplie les portraits de paysans, et plus particulièrement d'enfants. Donc vous voyez différents exemples de ces portraits d'enfants. Une nue sur toile, et les deux autres par contre sont des pastels. Là on voit la qualité, l'incroyable technicité de l'artiste en tant que pastelliste, qui est assez fantastique. Et donc, énormément de portraits d'enfants, puisque finalement, ces modèles étaient plus accessibles pour lui, puisque la plupart du temps, à part à l'école, les enfants restaient dans le village, contrairement aux adultes, et pouvaient poser pour l'artiste. Comme vous pouvez vous en apercevoir, je recommande d'autres exemples, par exemple avec Élodie Lamotte, les tableaux, les portraits de paysans et de paysannes vont démontrer l'intérêt de l'artiste pour rendre aussi fidèlement que possible, dans un réalisme sans phare, très cru, les physionomies singulières de chacun de ces modèles. Je crois qu'on a un autre. Donc les Boéchettes, un tableau célébrissime de Frédéric qui se trouve au musée royal d'Anvers. La qualité de la photo n'est pas incroyable. Selon mes informations, les deux petites Boéchettes seraient en fait les sœurs Lamotte, et Élodie Lamotte serait la plus grande, mais peinte quelques années plus tard. J'ai choisi après de m'arrêter sur deux œuvres monumentales que Frédéric va peindre en rapport avec les Ardennes, avec la friture, et qui reflètent le mieux son immersion dans le quotidien rural. Donc il s'agit du pentateuque des âges du paysan, donc là tu peux y aller 5 fois, Marc, avec les 5 panneaux, donc les fillettes, les garçons, les fiancés, les époux et les vieillards, voilà. Donc vous voyez, chaque panneau fait 2 mètres de long, donc la suite est considérable. D'ailleurs, maintenant ces œuvres sont dans les réserves des musées royaux de Bruxelles, mais à l'époque, ils étaient exposés dans une seule salle, apparemment. Bon, c'est une suite qui est assez incroyable. Je vous parlerai plus tard de la suite du Blé et du Lin, mais je vais m'arrêter pour l'instant sur ces panneaux. Par exemple, pour l'historien de l'art Maurice Sulzberger, qui est un historien de la fin du XIXe siècle, les âges du paysan vont représenter pour lui toute une classe sociale, non la plus belle, mais la plus primitive et la plus saine. Donc là, vous voyez, sous la plume de Sulzberger,
la même finalement culture que Frédéric, ce même rapport envers les paysans. Là, Frédéric va peindre dans une prairie qui jouxte le village de Nafréture 37 figures, en ce qui est considérable, femmes et hommes, comme vous avez vu, jeunes et vieux, tous saisis au vif, dans des allures naturelles, frustres et gauches. Là encore, en faisant preuve d'un réalisme qui est cru, qui, à la fois par sa monumentalité, ennoblit le sujet, mais qui ne perd pas quand même la laideur physique de certains modèles. Et peut-être si tu peux revenir sur... Voilà, par exemple, ce paysan, vous voyez, qui a un physique particulier, Frédéric n'hésite pas à rendre, alors que cette physionomie particulière, sans l'idéaliser, alors que ces tableaux sont de dimensions considérables, et cela pouvait choquer un certain public bourgeois à l'époque. Il faut se remettre aussi dans le contexte de la réception critique des œuvres de tels artistes. Vous avez aussi un petit garçon dans notre panneau qui louche. Je ne me souviens plus de quelle critique, je crois que c'est l'écrivain Émile Verhaeren qui dira que ce garçon louche divinement. Mais voilà, c'est des scènes qui sont vraiment très puissantes. Après, on passe les âges des paysans et on va s'arrêter sur la suite du blé et du lin. Alors, cette œuvre est toute particulière, puisque Frédéric va représenter donc 23 fusains monumentaux, puisqu'ils font plus d'1 mètre de haut. Vous avez un exemple d'un fusain, d'ailleurs, dans l'exposition du centre d'art. Je vous ai choisi d'autres œuvres, dont des œuvres qui se trouvent au musée Texture de Courtrai. Donc, 11 fusains représentaient tous les travaux, tous les moments de la culture du lin, et 11 autres, tous les moments de la culture du blé. Donc Frédéric va vraiment s'arrêter et décrire avec une précision assez incroyable tous les gestes des paysans d'une manière très précise. Donc, il faudrait plus s'y connaître dans le milieu agricole de l'époque pour pouvoir dire si il s'agit de véritables gestes décrits avec précision ou si l'artiste va quand même recomposer ces scènes et idéaliser certaines choses pour correspondre à certaines idées de composition. Mais apparemment, à l'époque, ça a été vraiment compris comme quelque chose de très fidèle, un peu trop d'ailleurs documentaire par certains critiques, de la vie agricole des Ardennes. Et Frédéric va faire le choix de séparer ces deux suites, du blé et du lin, par un fusain encore plus monumental, qui représente une allégorie de la terre nourricière. Vous voyez cette paysanne avec ses seins nus, une terre nourricière qui nourrit ses 12 enfants, les 12 mois de l'année. Et donc, en fait, par là, Frédéric véritablement synthétise cette idée de vie de nature, où finalement nature et monde paysan ne font plus qu'un, les paysans vivant le cycle de la vie des paysans étant calqué sur celui du cycle de la nature et des saisons, etc. Il y a tout un discours comme ça, philosophique, très intéressant. Maintenant, je vais prendre un petit moment pour vous dire que l'œuvre de Frédéric que nous avons vue jusqu'à présent n'est pas du tout isolée sur la scène artistique belge et européenne. Je ne l'en ai pas montré pour le moment, mais Frédéric va être un des très nombreux artistes de la fin du XIXe siècle à représenter le monde rural. Et d'ailleurs, le succès de cette thématique va devenir un véritable phénomène de mode qui va débuter avec la légitimation de l'école réaliste, comme un artiste comme le peintre français Gustave Courbet. D'ailleurs, Marc, je crois que je vous ai mis Gustave Courbet représentant une scène du monde rural, et va également subir l'influence de la mode pour les peintures hollandaises et espagnoles du XVIIe siècle,
que les amateurs d'art vont beaucoup apprécier à l'époque. Cet engouement pictural, donc pour le monde rural, va de pair finalement à un phénomène plus large de société qui entoure la compréhension du monde paysan. Le paysan, comme je vous l'ai dit, rassure une certaine élite dans un contexte de mutation qui est dû à l'essor industriel et qui touche la société tout entière, et notamment les grandes villes, comme Bruxelles, qui sont les sièges de la modernité et de l'industrialisation. Et aussi, c'est à cette époque que vont se développer les premières enquêtes ethnographiques, notamment les études du folklore paysan, qui vont conduire à un changement assez radical de l'image du paysan, qui vont se répercuter dans des représentations réalistes. Le paysan va passer de l'image d'un être primitif, si l'on peut dire, voire animal pour certains, à celui d'être humain, qui est différent du citadin par ses coutumes et son costume, mais finalement qui va être plus proche qu'une ancienne vision. Donc cette image va se retrouver chez des artistes comme Courbet ou d'autres artistes à la suite, mais Frédéric, lui, garde cette appréhension ancienne, classique du monde rural, puisqu'il va faire écho à son élève de son ressenti face au monde rural, et il va percevoir véritablement la vie de paysan comme, je le cite, une vie de nature, un poème rustique et idéal, caractérisé par sa grandeur et sa simplicité. Donc cette lecture était déjà présente chez un peintre comme Jean-François Millet, le peintre français Jean-François Millet, qui est contemporain de Courbet, et dont Frédéric finalement ne va cesser de se réclamer à l'époque, et il va même devenir, on pourrait dire, sa boussole artistique face au monde rural qu'il va représenter. Et là je cite un extrait de correspondance. « Depuis quelques jours que je ne quitte, pour ainsi dire, pas le village, j'ai vu de si belles choses, je me suis si bien mis dans la vie paysanne, que cela me vaut bien quelques pauvres études de paysage. Paye, la vie du paysan, quel poème, dit. Mais comment exprimer cette grandeur et cette simplicité? Combien Millet devient grand lorsqu'on vit bien avec le paysan. » Et donc là, Frédéric, vraiment, voit l'approche de Millet qui, lui, venait d'une famille paysanne et qui va vivre, pour le coup, et pareil, continuer à étudier les rites agricoles, etc., les travaux des champs d'après les paysans. Frédéric calque, pour ainsi dire, cette expérience pour lui, sa propre expérience artistique. Pour Millet, d'ailleurs, les paysans symbolisent la condition humaine ou le lien indispensable, nécessaire entre l'homme et la nature. Et là, ce sont des mots propres à Millet. Donc, comme je l'ai dit, cette vision ne va pas uniquement toucher Frédéric, mais cette vision idéalisée revient dans les années 1880 et le paysan va être vu comme un détenteur de valeurs immuables et la campagne comme un Éden primitif, donc avec une vision chrétienne du monde. Et beaucoup d'artistes dans toute l'Europe qui sont marqués par ce contexte de crise, ce paupérisme notamment et toutes ces crises sociales, eux vont opposer à cette frénésie une sorte d'utopie anti-urbaine, un retour au monde rural, et c'est le cheminement que fait Frédéric finalement en allant à la friture, mais au même moment que Frédéric, même pour certains un peu avant, d'autres artistes vont eux aussi aller se recueillir et se ressourcer à la campagne. C'est le cas par exemple de Rafid Aleb en Suisse, dans le canton du Valais, à Savièse. Là, il va se former comme une colonie d'artistes dans un petit village rural, et vous voyez qu'on n'est pas très loin de Frédéric, même si le style est différent, mais on retrouve encore ces parallèles avec l'iconographie religieuse. Ici, vous voyez cette paysanne en une sorte de Madone à l'enfant.
on peut passer. Bien évidemment, Paul Gauguin et l'école de Pont-Aven, à Pont-Aven en Bretagne, puis au Pouilly en 1888. Donc là, vous voyez que formellement, ça n'a rien à voir avec Frédéric, mais il s'agit d'un même esprit, puisque Gauguin va partir dans une petite localité tout à fait reculée pour retrouver le paysan primitif et le peindre. Donc Frédéric va être le premier artiste belge à revendiquer cette nouvelle approche du monde rural, mais il sera suivi après par d'autres artistes comme le peintre hollandais mais naturalisé belge Jacob Smits, ou plus tard l'école de Latten Saint-Martin près de Gand, donc avec un artiste comme Gustave van der Westphal, mais là il y avait pour le coup une véritable colonie d'artistes. Et vous le voyez, dans toutes ces scènes, ce sont des apparitions mystiques et religieuses qui sont implantées dans ce milieu rural. Et comme Frédéric, par exemple, Jacob Smits va reprendre les fermes qu'il connaissait pour servir d'arrière-plan à ces scènes. Donc chez Frédéric, on retrouve exactement la même approche spirituelle du monde rural, par exemple avec ce bénisseur que vous voyez calqué sur les vallons ardennais, donc, qui serait peut-être un paysan qui a servi de modèle à cette scène. Je crois que j'ai mis d'autres œuvres. Donc, bien évidemment, le panneau central du triptyque de la Sainte Trinité, et vous pouvez remarquer que Nafréture est représentée dans le point en haut à droite. Une annonciation qui est plus tardive, mais où encore on reconnaît les maisons de Nafréture avec ses toits en ardoise et le costume paysan. Donc la vision idéaliste et religieuse du monde paysan et rural va s'exprimer chez Frédéric dans des tableaux finalement plus allégoriques, comme le ruisseau. Donc je vais essayer de vous expliquer les grandes lignes de cette œuvre tout à fait particulière, qui choque un peu encore aujourd'hui, qui à l'époque ne choquait pas beaucoup, parce qu'elle faisait référence à toute la tradition des Pouty, notamment, et à l'art de Rubens ou de Titien, et vraiment c'est des références à l'art ancien. Et finalement, ce ruisseau est une allégorie d'un élément naturel typique des Ardennes, le ruisseau. D'ailleurs, Frédéric a sûrement étudié un ruisseau, un cours d'eau en particulier pour cette œuvre. Et Frédéric choisit, pour symboliser, pour personnifier ce ruisseau, de représenter une myriade d'enfants nus, jouant et courant, s'écoulant comme le cours d'eau. Et là, d'ailleurs pour la famille Frédéric, le petit enfant est là. Voilà, vous avez dans l'exposition de Bresse une étude pour un des enfants, justement. Et donc, il serait des petits paysans que Frédéric a portraiturés à Nafréture. Sûrement pas tous, mais certains. Il faisait parfois appel à des modèles à Bruxelles qui étaient plus faciles à faire poser. En tout cas, l'artiste ici va exprimer sa vision d'une humanité revenue à l'état d'innocence, finalement, donc en enfance, revenue à un stade d'harmonie avec la nature. Donc il y a aussi dans cette image le parallèle entre le cycle de l'eau, le cycle des âges de l'humanité, le cycle naturel des saisons, et donc ce serait une preuve pour l'artiste de la possibilité pour l'humanité de retrouver son état de nature, son état d'harmonie, son âge d'or. Donc là c'est toute la vision utopiste, véritablement, sociale de Frédéric qui s'exprime, et cette vision va se retrouver par exemple dans ce triptyque tout à fait programmatique, le peuple verra un jour le lever du soleil, qui est en ce moment au Parlement de Namur, au Parlement wallon de Namur. Donc je vais vous expliquer très rapidement cette œuvre parce que bon, c'est un symbolisme qui est assez complexe, mais rapidement, le panneau de gauche représente le passé, il s'agit de l'humanité
encore à l'état d'enfance, mais qui viennent d'être chassés du paradis par Dieu. On peut reconnaître Saint-Gudule, la cathédrale de Bruxelles, dans le fond qui représente une sorte de Jérusalem céleste. Le panneau central qui représente le présent, donc c'est la condition finalement sociale du peuple que Frédéric voit sous un ciel en feu, sous les bombes des dynamites. Peut-être qu'il y a un rapprochement ici avec le contexte anarchiste de l'époque. Si on est dans les années 90, il y avait énormément d'attentats anarchistes à cette époque. Et ce qui nous intéresse le plus ici, finalement, c'est ce dernier panneau qui représente le futur. Et donc, cet Éden retrouvé s'inspire des paysages ardennais de l'infrastructure. Bon, peut-être que c'est de mauvaise qualité, mais on reconnaît les vallons ardennais en arrière-plan, les différents ruisseaux, etc. Et donc là, l'humanité, encore sous les traits d'enfant, revient à cet état de nature et retrouve l'Éden promis. D'ailleurs, Frédéric est très peu prolixe concernant son art, il ne parlait jamais de son art. C'est un caractère qui était assez particulier, mais il va dire quelque chose de tout à fait intéressant au critique d'art Henri Van de Putte, qui va être un critique d'art très important à l'époque pour Frédéric notamment, dans les années 1890, et Frédéric dit « Ayant vu la misère de tous les humbles, j'ai tout naturellement rêvé leur état futur amélioré, idéal peut-être, et je l'ai peint. Voilà tout. Et ce n'est pas un changement opéré de parti pris, puisque je peins encore en même temps des paysans poussins. » Donc là, dans la dernière phrase, vous avez une justification de Frédéric, parce que les critiques d'art vont lui reprocher ses peintures trop idéalistes, et Frédéric veut démontrer comme ça qu'il y a une continuité, en tout cas un lien logique entre ces représentations très réalistes et ces triptyques idéalistes. Marc, si tu peux aller sur la dernière. Et là, vous voyez ces magnifiques éplucheuses de pommes de terre, donc là encore, qui sont inspirées de son quotidien ardennais, mais qui datent de 1896, donc en même temps que ses œuvres idéalistes. Et donc Frédéric n'hésitait pas à faire des allers-retours, et d'ailleurs il présentait dans les expositions aussi bien en Belgique qu'à l'international ces deux types d'œuvres en même temps. Donc il avait une certaine cohérence pour lui. Il va être temps de conclure, et après nous pourrons discuter, je serai très heureux de vous écouter, mais l'établissement ponctuel et répété de Frédéric à la friture et la sacralisation de ce monde paysan observé de très près, comme vous avez pu vous en apercevoir avec ces centaines et centaines d'études et croquis qu'il va réaliser, définissent les contours de cette figure singulière, de ce peintre attachant et qui a une œuvre vraiment considérable et singulière, mais qui en même temps est un artiste qui est profondément de son temps, puisqu'il va répondre à un contexte artistique précis, un contexte culturel, socio-culturel, voire politique également précis, et d'autres artistes vont suivre à peu près les mêmes idées que Frédéric. Frédéric se singularise par ses scènes paysannes et par cette facture singulière, et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques principales de l'art de la fin du XIXe siècle, c'est vraiment ce désir d'individualisme en art. Chaque artiste va vouloir trouver sa propre voix, sa propre identité artistique, et c'est pour ça qu'un artiste comme Frédéric n'a rien à voir avec un peintre comme Fernand Knuth, alors qu'ils étaient très proches, ou James Ensor, ou d'autres artistes, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines. Mais c'est vrai que Nafréture et ses habitants vont offrir à l'artiste les ingrédients d'une formule finalement gagnante, en accord avec les attentes de son public bourgeois et sa propre sensibilité. Et là, pour finir, je vais citer un texte de Camille Lemonnier, donc du grand écrivain Camille Lemonnier, qui fait référence dans son Histoire de l'art belge à Léon Frédéric. Son rêve même, que je dévoile avec la vague crainte d'être indiscret,
serait d'y couler une vie paisible, donc à la future, simple et naturelle, comme celle du paysan. Et puisqu'ils ne sauraient se priver de son art, au point de mener leur existence totalement, presque dans le labeur, d'y peindre la nature et les êtres, cette fois, sans plus aucune mesquine préoccupation de vente, d'exposition ou de critique. Ils se consacreraient à orner leur maison, un musée qui serait tout un village, la Fréture Frédéric, quoi. Merci.